L'histoire du coup ne s'attarde pas, c'est trop facile. Mais évidemment, je pense comme ça, une valeur sûre. Ces connasses là, elle me sort par tous les pores celle-là. J'ai trouvé mon maître. J'ai pleuré comme un bébé cadom. C'est qui ça? C'est quoi ça? Moi j'ai pas commandé ça. C'est une autrice de livres de cul quoi. Penelope Douglas, sa réputation la précède. Professionnelle du smut. Je me suis pris une claque dans la gueule, que ça m'a fait du bien. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ce n'avait aucune temporalité. Le mec a un chignon. Voilà, c'est très bien étudié ça. Merci. Midas, tout ce que je savais de lui, c'est que c'est mon garagiste, c'est le mec qui change mes plaquettes de frein. Lorraine, elle est magnifique. C'est une œuvre d'art. Valeureux, maltraité, humilié, assassiné. C'est très très bien écrit. Ouais. Elle a des couilles Lorraine en fait. On parlait de féminisme, oui. Nora Létale. Oui. Je recommande. Hola YouTube, bienvenue sur ma vidéo du mois de février, le mois de l'amour. C'est un truc de ouf parce que plus le mois est petit, plus je lis. Je sais pas comment c'est possible, mais bon. J'ai lu plus ce mois-ci que les mois précédents. Donc 5 lectures, 2 romantésies, un gros navet, une romance contemporaine, une new romance. C'est parti, on attaque pas fort avec Attracted de Marcia Meyers aux éditions... C'est quoi ça? Nisha et... Bref, le truc avec la pomme là, New Romance, déjà, on admire cette jolie couverture que je trouve très jolie. L'histoire, c'est Sierra et sa famille sont issus d'Italie, sont venus s'installer à Jacksonville. Sierra, elle est très proche de son grand frère, elle passe sa vie avec, elle a vécu un gros traumatisme dans le passé, en fait, elle a été victime d'un dans son ancienne ville, c'est pour ça qu'ils sont partis voilà, pour recommencer à zéro. Et lui, son frère à Sierra, il est très proche de son groupe d'amis, il passe sa vie avec, ils sont toujours fourrés ensemble. Les potes viennent passer Noël dans la famille de Sierra et de son frère, etc. Enfin vraiment, ils dorment avec son frère 6 jours par semaine, tu vois, c'est vraiment, ils sont collés H24 ensemble. Et donc Sierra, elle grandit plus ou moins avec eux. La trope, c'est une romance avec le meilleur ami du frère. Voilà, Jaden, qui est l'un des meilleurs amis de... Comment il s'appelait son frère? Estéos. Sierra déteste Jaden, le pote de son frère, pour une raison qui, moi, m'a semblé complètement absurde. En fait, elle ne l'aime pas parce que physiquement, il lui rappelle son agresseur. Il a les mêmes yeux, les mêmes iris, des yeux bleus très pâles. Et donc, malgré tout cela, bref, vous l'aurez compris, un mini enemies to lovers puisque le livre est très court et que l'histoire du coup ne s'attarde pas, les problématiques sont assez vite réglées. Point positif, on est sur une lecture extrêmement fluide, extrêmement facile à lire. C'est de la new romance, c'est-à-dire que le vocabulaire est léger, il y a beaucoup de dialogues, les pages sont très aérées, ça va vite. Voilà, c'est un one-shot en plus, donc je veux dire, il fait combien de pages celui-ci? Il doit faire 400 pages, ouais, 470 pages. C'est très vite lu et en 3 jours, je l'avais terminé. Autre point positif, la couverture. Oui, je sais, je continuerai de juger un livre à sa couverture. Pour moi, ça peut rapporter des points. Donc un point pour la couverture que je trouve très jolie. Autre point positif pour Estéos, son grand frère, que j'ai trouvé très attachant, très protecteur, mais pas étouffant. Et il m'a beaucoup touchée, Estéos. Vraiment, j'ai bien accroché. Jaden, personnage masculin. Lui aussi a vécu des traumas d'enfance, son papa était violent avec lui, avec sa maman, et je m'attendais pas à être touchée comme ça au moment où d'aborder ce sujet. Quand on s'est mis à parler du passé de Jaden, vraiment ça m'a touchée et je m'y attendais pas. Ça m'a même émue à un moment donné parce que pour le coup son personnage m'a vraiment semblé détruit. C'est de l'injustice, en fait ça me touche. Et puis le fait que ça arrive dans l'enfance, etc., ça m'a touchée. Mais on va passer au point négatif. Manque de profondeur, bon bah ça c'est commun à toutes les new romances que je lis. Comme je me suis déjà expliqué la précédente vidéo, je pense que la new romance s'adresse à un public plus jeune. Et je sais pas pourquoi je persiste à en lire en fait, parce qu'à chaque fois j'ai le même ressenti. Bah voilà, c'est facile, c'est trop facile. Sierra, elle m'a gonflé. Que tu sois traumatisée, évidemment, mais évidemment, bien sûr, mais que tu fasses payer ton traumatisme à une personne qui n'a rien à voir avec ton agresseur, si ce n'est que physiquement, le pauvre a la même couleur de yeux,
C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. T'as pas le droit d'être en colère après cet homme qui n'a rien à voir avec ton agresseur, qui ne le connaît même pas. J'ai trouvé ça complètement stupide. Je suis pas du tout sentie concernée par sa philosophie en fait. Sierra, elle a aucun point commun avec moi. J'arrivais pas du tout à m'identifier en elle. J'arrivais pas du tout à m'identifier en elle. On n'est pas du tout sur le même délire, ni elle ni moi. Et du coup, c'était dur d'être dans sa tête quoi. Parce que vraiment, je me disais, mais qui pense comme ça? Qui agit comme ça? Bah Sierra. Mais moi non du coup. Et ouais, c'était lourd. J'ai noté humour gamin. Oui, ben ça rejoint ce que je dis plus tôt. C'est-à-dire que je pense que passé la trentaine, ce genre de lecture, c'est plus fait pour moi. Ça l'était certainement il y a 10 ans, mais là, voilà. Bon, c'est un petit livre sympa. J'ai quand même mis une note de 3 étoiles, point 5 sur 5. Donc c'est pas nul, hein, c'est pas nul du tout. Mais c'est pas, voilà, c'est pas un truc qui va marquer ma mémoire outre mesure. Donc, je l'ai lu, je l'ai pas adoré, mais je ne l'ai pas détesté. Sachant la bouse qui arrive après, croyez-moi, ça c'est rien du tout. J'ai enchaîné sur une valeur sûre. Un palais de cendres et de ruines, qui est le tome 3 de la saga ACOTAR. On retrouve Feyre qui est de retour à la cour du printemps chez Tamlin. Voilà, elle joue la comédie en fait, pour des raisons, en fait pour protéger son peuple et Rhysand, ses sœurs, etc. Elle ment, elle dit que tout ce qui est arrivé était sous la manipulation de Rhysand, qu'elle aime toujours Tamlin, que voilà, il lui a manipulé l'esprit, mais que là c'est terminé, qu'elle est de retour avec eux, et voilà, on fait comme ça. Je sais pas comment c'est possible, mais Tamlin y croit. Lucien, lui, il y croit pas du tout. Mais Tamlin, il gobe le mytho. Lui, il se dit « Oh, j'ai retrouvé ma meuf. » Mec. Regarde-toi dans une glace, regarde Rhysand, voilà, t'as même pas besoin de réfléchir, tu vas comprendre tout seul. Mais non. Donc les voilà de retour à la cour du printemps. C'était extrêmement douloureux de voir Feyre souffrir sans Rhys. Et moi aussi je souffrais, parce que du coup, on avait peu de nouvelles de Rhysand. Ils arrivaient à communiquer un petit peu par le biais de leurs liens, mais très faiblement et très peu finalement. Puis il y a ces connasses là, il y a cette prêtresse, comment elle s'appelle, Yant, qui est là plus qu'avant, déjà qu'elle me saoulait dès le départ, mais alors là, waouh, elle me sort par tous les pores celle-là. Début du livre, difficile parce que des personnages que j'aime pas qui gravitent autour de ma chouchoute, donc compliqué, et on voyait pas Rhysand. Mais au bout d'un moment, Feyre décide que ça suffit des conneries, il est temps de retourner chez moi auprès des miens. Et donc elle requitte Tamlin et elle emmène Lucien avec elle à la cour de la nuit. Le comeback, nous sommes de retour à la maison, c'est toujours aussi magnifique, on retrouve notre Rhysand, on retrouve tout le monde, j'ai adoré. Et là, une guerre se prépare puisque le roi d'Hiberne veut rentrer en guerre. En fait, lui, son délire, c'est de niquer les humains. En fait, il veut abattre le mur qui protège le royaume des humains du royaume des grands faées, de la magie, tout simplement, pour tuer les humains et avoir plus de terre et diriger le monde entier. Le mec est fou, mais le mec est très puissant et possède la puissance du chaudron. Je vais pas rentrer dans les détails, mais qui est une énorme source de puissance, de magie, si tu veux. Et il est presque imbattable, donc il y a ceux qui, par peur, se rallient à lui automatiquement, et il y en a quelques-uns qui comptent quand même se rebeller, dont Rhysand, qui va partir en recherche d'alliés finalement. Donc on en est là. Et l'histoire dans ce tome-là, ça va être de savoir qui s'allie à Rhysand, Feyre, etc., qui s'allie au roi d'Hiberne, qui trahit qui... Voilà, des alliances vont naître et un plan de guerre est mis en place. Puisque la guerre arrive dans ce tome, on y est. Au point positif pour ce livre, l'humour, la joute verbale dans ce tome entre les protagonistes, elle est divine. J'ai adoré les voir avoir une telle répartie les uns avec les autres. On a des personnages très caractériels qui sont enfin mis en avant comme ils le devraient. Je pense à Cassian, je pense à Nesta, Feyre, Lucien, un esprit Lucien, j'ai adoré. Voilà, tout le monde est mis en avant enfin et on sent que l'histoire se dirige vers Cassian, Nesta, puisque je sais que le dernier tome de la saga portera sur eux. Attention, la saga n'est pas terminée, il y aura encore des livres qui porteront sur Azriel.
Je les attends, mais comme ça. Donc voilà. Nesta Cassian, est-ce qu'on en parle? Pourtant, j'étais une recent girl, mais je savais que de toute façon, Sarah J. Maas allait me convaincre. Nesta et Cassian, les deux là. Pou, 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 pou. Et je me reconnais beaucoup en le personnage de Nesta. Vous savez, ce genre de personne qui, quand trop d'émotions, ça cache tout. J'ai trouvé mon maître. C'est-à-dire que je ne sais pas gérer mes émotions, encore moins les émotions positives. Je ne sais pas recevoir l'amour, ça me met très 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 mal à l'aise. Et j'ai tendance à tout niquer en fait, tout simplement, à préférer m'auto-saboter, me tourner en dérision au lieu de me prendre par la main et de me mettre dans des situations confortables. C'est plus facile de tout bazarder. Et donc je me suis vraiment retrouvée en elle, je l'aime beaucoup et j'ai hâte de savoir un peu plus pourquoi elle a cette putain de carapace et si Cassian va réussir à percer à jour ce petit cœur qui bat là-dessous, hein, parce qu'en apparence elle est quand même assez zinzin. Tous là, c'était la guerre, mais ils se battaient pour leur peuple et ils s'aiment tous d'amour. C'est pas juste une question de loyauté, c'est putain, chaque personnage aime réellement Velaris, chaque personnage aime son peuple, la force de s'aimer en fait. Je parais vraiment naïve à dire ça, mais pour moi c'est ça Sarah J. Maas et j'aime lire ça tout simplement. Les plot twists, autant dans le tome 1 et le tome 2 c'est pas quelque chose qui m'avait marqué, mais alors là des plot twists dans tous les sens. Il y en a que j'ai vu venir, il y en a j'ai pas compris, je suis restée sur le cul et je m'attendais pas à ça. C'était une très belle surprise, j'ai adoré être surpris comme ça, être choquée et être malmenée, envoyée dans des directions différentes, me perdre en chemin, revenir sur ce que je pensais savoir et finalement trouver à la fin une satisfaction incroyable. La beauté des descriptions sur du Sarah J. Maas, ça ne m'étonne plus, mais quel plaisir, quel bonheur, ça se déguste. Mon esprit est totalement réceptif, c'est-à-dire que j'ai même pas besoin de fermer les yeux, que je visualise ce qu'on décrit et c'est extrêmement agréable de quitter le monde actuel dans lequel tu es pour te plonger là-dedans. Quand c'est bien écrit, la fantaisie, c'est vraiment mais un plaisir, un plaisir. Si bien qu'après, la Terre me paraît fade. Il y avait une prise de position des personnages que j'ai trouvé très forte. Certains s'affirment vraiment enfin. Il y a aussi eu de la trahison, je m'attendais pas. Certains personnages ont trahi Feyre dans ce tome. Ça m'a brisé le cœur en 1000 morceaux parce que je pense à un personnage, je m'attendais pas à ça. Quand j'ai lu le fameux « Écoute, désolé Feyre, mais... » Oh là là, j'étais là, mais non, comment c'est possible? C'est pas possible, ça peut pas se passer comme ça. Et puis après, l'histoire se déroule, je vais pas vous spoiler. J'ai pleuré comme un bébé. Mais quand je vous dis comme un bébé, je suis émue souvent quand je lis, j'ai les larmes aux yeux, des fois une petite larme roule sur ma joue. Là, j'ai pleuré comme un bébé cadom, vous savez, avec les sanglots qui montent, hein, les sanglots qui s'échappent plusieurs fois, des hoquets de pleurs, voilà. J'ai hoqueté de pleurs dans mon lit à 20h30. Mon mec à côté, il m'a regardé, il m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et j'étais là, mais... Oh là 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 là. Alors je veux pas spoil, et d'ailleurs je tire ma langue, j'ai expliqué à personne, en tout cas pas à mes amis qui souhaitent le lire, ce qui se passe. Mais j'avais pas été spoil, et quel bonheur, parce que la surprise elle a été totale. Je ne m'attendais pas à ça. Il y a des alliances qui vont se créer et qui vont arriver au pire moment. Et c'est pas celle auquel on s'attend. J'ai eu l'impression d'être devant l'épisode de Game of Thrones, il me semble que c'est la bataille des bâtards, où vous savez, Jon Snow tire son épée, il est tout seul face à une armée qui arrive sur lui, sur des chevaux au galop, il est tout seul, la musique de cet épisode, elle est divine, et on sait que c'est fini, c'est foutu, on sait pas comment il va pouvoir s'en sortir, et là, tu as, il me semble que c'est l'armée de Stannis Baratheon qui arrive pour l'aider. Et on s'attendait tellement pas à ça qu'on est soulagé, choqué, parce que c'est qui ceux-là? Mais qui sont ces gens qui viennent aider? C'est pas ceux auxquels on s'attend. Ouf, Jon Snow va survivre. Ouf, en fait, on revit l'épisode, la bataille des bâtards dans ce tome. Je peux pas vous donner plus envie que de vous dire ça. Bref, vous l'aurez compris, pour moi, ça vaut encore 5 étoiles, encore un coup de cœur. Je ne m'arrêterai pas. Y a rien qui est au-dessus de ça pour l'instant. J'ai enchaîné sur un truc bizarre. Alors oui, je sais, en fait quand je l'ai acheté sur Amazon, c'était pas cette couverture qui était mise en avant. Je vous mets la couverture ici.
C'était quand même plus sympa, on était sur un style un peu Twilight, forêt. Il arrivait à la maison, j'ai ouvert le paquet, je fais c'est qui ça? C'est quoi ça? What the fuck? Moi j'ai pas commandé ça. Je voulais pas ça. Crédence de Penelope Douglas. Si vous savez qui est Penelope Douglas, vous savez que c'est une autrice de livres ni plus ni moins sur une romance érotique. On va pas passer par quatre chemins, on n'a pas 5 ans, je vais vous expliquer. En fait, c'est pas du tout de la dark romance, c'est pire que de la romance épicée, c'est de la romance de cul, quoi. Tout simplement. J'ai regardé une vidéo de Books and Latte qui disait que pour elle, c'était le livre avec les plus belle scène spicy qu'elle n'ait jamais lue. Et que quand elle était en peine de lecture, elle lisait ça. Parce que du coup, t'es tellement happé dans le truc que ta peine de lecture, elle passe en 5 minutes. Donc, je me suis dit, vas-y. Tiernan, ses parents sont décédés et elle va plus ou moins être invitée à venir s'installer chez son oncle Jack, qui est un oncle par alliance. Je précise qu'il n'y a aucun lien de sang, commencez pas à m'attraper la veste. Qui a 17 ans de plus qu'elle et 2 fils. Il vit en pleine montagne, au pic, c'est-à-dire que 6 mois de l'année ils sont sous la neige et ils ne redescendent pas au village, tellement c'est excentré. Sur le testament de son père, il était dit que oncle Jack avait, jusqu'à sa majorité à elle, le droit d'être son tuteur en gros, mais c'est un peu laissé libre, si elle veut pas y aller, elle y va pas. Bon, Tiernan, elle est dans le mal chez elle, elle a pas envie de rester dans sa maison, surtout que ses parents étant célèbres, elle est poursuivie par une armada de paparazzi, elle décide donc d'aller chez son oncle en pleine cambrousse là pour penser à autre chose. Elle débarque là-bas. Très vite, une liaison va naître entre Tiernan et son oncle Jack. Bon, jusque-là, on le voyait venir. Alors, cette romance-là m'a dérangée dans le sens où je me rends compte que je suis pas fan des age gap. J'aime pas quand les protagonistes ont un âge trop éloigné l'un de l'autre et encore plus quand c'est l'homme qui est plus vieux. Mais en y réfléchissant bien, je n'aime pas non plus quand c'est la femme qui est plus vieille. Là, 17 ans, c'est trop pour moi. Donc, même s'il y a aucun... personne n'est forcé, tout le monde est consentant, attention. Par contre, il n'y a pas de hiérarchie ou d'abus de pouvoir. J'ai pas ressenti ça en le lisant. J'ai juste vu 2 personnes qui vont pas bien. Tiernan, elle a jamais reçu l'amour de ses parents. Elle est en recherche d'attention, plus. Elle est paumée. Lui, il souffre énormément. Il a perdu sa femme, etc. Bon, bref, voilà. Il se passe ce qui se passe. J'attendais la suite en fait. C'est un harem inversé, oui, j'ai pas précisé. C'est une romance où le protagoniste va avoir une liaison avec plusieurs hommes dans la même romance. Ensuite, Tiernan, elle va aussi se rapprocher des garçons, donc de Noah et de Caleb. Noah, c'est vraiment le gentil, c'est le cadet, c'est celui qui a le même âge que Tiernan, il me semble. Il est adorable, il est drôle, il est doux, tout ce que tu veux, il fait du motocross, il rêve de partir du pic, lui il en a marre de vivre isolé, il rêve de ville, il rêve de s'évader, d'émancipation, voilà, c'est le rêveur, c'est Noah. Et puis il y a Khaled qui lui est donc l'aîné de Noah et Caleb qui est en fait un peu sauvage. Caleb ne parle plus depuis qu'il a 8 ans il me semble, suite à un traumatisme vécu dans son enfance. Alors il est pas muet mais il ne parle plus, un choc émotionnel, il n'arrive plus à parler. Une romance va naître entre Noah, Tiernan et puis Caleb, Tiernan, etc. Alors, mon avis, parfois c'était trop, c'était invraisemblable, c'est des trucs qui n'arrivent pas dans la vie. Et il faut prendre beaucoup de recul parce que parfois je me disais ah là c'est gros quand même, non, on veut nous faire gober ça mais bon, c'est pas possible, tout simplement. On passe pas d'une vie sans petit copain à une vie avec 3 en même temps, tu vois, c'est un peu tiré par les cheveux. Outre le fait que le smut effectivement est extrêmement épicé et extrêmement bien écrit, Penelope Douglas, sa réputation la précède, mais en fait je comprends pourquoi maintenant. C'est très bien fait, hein. C'est... Wouh, tu lis ça, faut être préparé. Mais j'ai adoré et derrière tout paraît fade, hein. Je vous dis, les scènes de smut des livres lambda, c'est nul. On est sur une professionnelle du smut. J'ai été choquée de trouver des thématiques qui m'ont touchée en pleine poire. Je m'attendais pas à ça en lisant ce livre, pas du tout à partir sur une introspection de ma propre vie. Mais putain, il y a eu plusieurs passages qui ont résonné en moi et j'ai pas aimé, j'ai pas été bien le lendemain parce que je me suis pris une claque dans la gueule. Une remise en question, mais cela dit, j'aime pas et j'aime parce que quand je ressens ça, c'est que la lecture est bonne. Et vraiment, il y a eu 2-3 fois comme ça où le personnage de Jack met les points sur les i et envoie les 4 vérités de Tiernan dans sa grande face.
Et en fait, je les ai pris dans la mienne parce que certaines vérités étaient bonnes aussi pour moi. Et je pense que ça m'a fait du bien. Gros point pour Caleb, évidemment que c'était mon préféré depuis le début. De toute façon, moi, les âmes torturées, j'achète. Caleb, qui est extrêmement touchant, qui n'arrive pas à parler et qui pourtant voudrait, mais c'est bloqué. Et je le comprends puisque quand j'étais petite, j'ai vécu un choc émotionnel qui m'a rendue mutique pendant peu de temps, mais j'ai eu cette phase où ça sortait plus. Parce qu'en fait, je pense que le cerveau se protège. Et je le comprenais un peu au même titre que Nesta, c'est-à-dire qu'on a tellement mal que plutôt que d'expliquer, ça sort pas, ça bloque, ça explose, on s'engueule avec tout le monde, on gâche toutes nos relations, et plutôt que de les réparer, on est là en train d'admirer le massacre, mais c'est trop difficile de faire le geste qui améliorera les choses. Voilà, Caleb m'a beaucoup touchée. Il y a un point négatif, c'est la fin. En fait, moi j'ai un problème. Quand ça se termine, ça se termine. J'ai pas besoin d'un épilogue 6 ans plus tard pour me raconter qu'ils ont eu des enfants, qu'ils se sont mariés ou que sais-je. Et là, on est là sur ce cas de figure. Et ça, c'est un truc qui m'énerve. Mais dans tous les livres que je lis ou les films que je vois, genre la fin d'Harry Potter, il n'y avait pas besoin de nous faire cette scène sur le quai de la gare. Moi, j'aime pas et je pense que il n'y a pas besoin qu'on se reproduise, qu'on se marie pour que la fin soit heureuse. Mais pas du tout. Laissez-nous imaginer. Ça a tout gâché. Franchement, la fin, là, le chapitre bonus sur le après m'a gonflé. C'est dommage. C'est dommage. Et du coup, cette lecture, je lui ai quand même mis un 4 sur 5. Donc, je l'ai vraiment aimé. Et d'ailleurs, je compte lire d'autres livres de Penelope Douglas. Je ne vais pas m'arrêter là, je vous le dis. Il y a Five Brothers qui sort en avril, il me semble. Vu le titre du livre, je vous laisse imaginer l'histoire. Là, par contre, qu'est-ce que c'est que cette merde? Ce navet, c'est nul. C'est nul à chier. Alors, je vous le montre, mais après, il part à la poubelle. En même temps, qu'est-ce qui m'a pris de vouloir lire Hadès et Perséphone? Je sais pas. En fait, voilà, j'étais dans mon délire Penelope Douglas. On est le mois de la Saint-Valentin. Je me suis dit, je vais lire des trucs un petit peu charnels, un petit peu coquinous. On est dans le thème de l'amour. Oh là 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 là, la merdasse! On m'avait dit, ouais, Hadès et Perséphone, personne n'aime parce que ça parle que de smut. Il est où le smut? Il est où le smut? Il arrive où le smut? Parce qu'en fait, je me suis tapé toute cette lecture de merde pour que le smut, il arrive à aller à la fin. Et c'est quoi ces scènes? Moi, j'aime lire du smut, il n'y a aucun problème. Je vous dis, Penelope Douglas, c'est que ça, les 3/4 du livre. Par contre, c'est bien écrit. Ça, c'est pas du smut, c'est de la merde. C'est nul, c'est mal écrit, je suis désolée de le dire comme ça. La meuf, elle a un mot de vocabulaire, elle te l'utilise à toutes les sauces, toutes les phrases, c'est le même qui revient. Les phrases, sujet, verbe, complément, ponctuation. Et attention, ponctuation, je parle que du point. Aucun édulcorant à sa recette, on se fait chier, c'est platonique, il n'y a aucune temporalité. C'est-à-dire que le début de la page, on est le matin du 7 février, à la fin de la page, on est 6 ans plus tard, la guerre est terminée, elle a gagné ses pouvoirs, elle est mariée. C'est nul à chier. Il n'y a aucun suspense, aucune contenance. C'est nul, c'est nul. Là-bas, c'est une espèce d'urban romantasy spicy entre le dieu Hadès et Perséphone. Voilà, une romance qui va naître entre eux, mais dans un peu un mélange de monde actuel et de monde magique. Et c'est censé être hot, et c'est censé être chaud. C'est pas chaud, c'est froid. C'est même pas froid en fait, c'est inexistant. La meuf, alors, elle arrive pas à avoir des pouvoirs, elle arrive pas à les sortir d'elle. Jusqu'à présent, elle a pas trouvé ses pouvoirs, elle les a pas découverts. Et puis elle est en colère et hop, elle retrouve ses pouvoirs. Mais en fait, les gars, pour que ça marche, ce genre d'histoire, il faut étaler ça sur plusieurs tomes, en fait. Tu lis un Force Wing où la Violette, elle met du temps à se découvrir, à trouver la force en elle, comment manier son pouvoir, sa puissance, etc. Sur 2 tomes de 800 pages, des briques extrêmement bien écrites. Mais là, d'accord, j'achète. Mais tu fais pas ça en 400 pages, en expliquant rien, en n'ayant aucune description, c'est nul. Les descriptions, elles tournent en rond. Les seuls trucs qu'elle arrive à décrire, l'autrice, là, elle nous le resserre, parce que c'est sa seule réussite en fin de compte. Donc elle nous le resserre à toutes les sauces. On a compris comment était la boîte de nuit où travaille Hadès. Hadès, parlons-en, il est moche. Le mec a un chignon. C'est moi qui ai des chignons, pas mon mec. J'ai une copine qui m'a dit oui, mais de la vie d'Hadès, c'est mieux, c'est Perséphone qui est chiante. C'est pas Perséphone qui est chiante, c'est les deux, c'est l'histoire. Perséphone peut pas être chiante puisqu'elle ne fait rien. Donc là, c'est même pas elle qui m'a saoulée, c'est l'histoire au complet, vraiment un navet. Je mets un point, vous savez pourquoi? Pour la couverture, que déjà je l'ai acheté en relié, heureusement.
Pour la couverture, parce que sur ma bibliothèque, je trouve que c'est joli, ça reflète la lumière. Et encore, il faut pas la regarder de près, puisque l'image de près est pixelisée, voire floue à certains endroits. Et regardez. Voilà, c'est très bien étudié ça tient sur son livre. De la merde. Mais je termine par un coup de cœur, les amis. Guild, la saga d'Oren. Alors ça par contre, là oui, là c'est un grand oui et on va en parler et on va en reparler. La saga d'Oren, qui est une saga de dark romantasy, c'est une romantasy sombre, merci, sur le roi Midas, le mythe du roi Midas, ce roi qui peut changer ce qu'il veut en or. Alors, il faut sachez que moi, le roi Midas, tout ce que je savais de lui, c'est que c'est mon garagiste, c'est le mec qui change mes plaquettes de frein. Voilà, je connaissais pas le mythe en fait. Et mon mec, il me dit, mais t'es sérieuse? Bah excusez-moi, j'ai pas la culture G qu'il faut. On a ce qu'on mérite, ça je l'avais pas. Donc, le roi Midas, en fait, l'histoire c'est simple. En gros, je vous la fais très courte. Le roi Midas qui possède des favorites, des pouliches, ce sont tout simplement des prostituées de luxe de sa cour, en tout cas celles qu'il a choisies. Et dedans, il y a Oren, sa préférée, qui l'a changée en or. Alors attention, elle n'est pas en or massif, elle a le corps d'une femme normale, je veux dire, elle n'est pas en métal, mais tout chez elle est doré. Tout. Sauf le blanc de ses yeux, sa langue et ses dents. Sinon, tout est doré, ses ongles, ses cheveux, etc. Et Oren, petite particularité, a 24 rubans de soie qui sont reliés à son dos. Je vous mets des visuels. Oren, elle est magnifique, c'est une œuvre d'art, elle est sublime, vraiment. Le roi, forcément, il est en guerre contre d'autres rois et toutes ses pouliches vont se faire capturer, on la fait courte, voilà, pour le faire chanter. Alors, on pourrait croire que c'est une histoire, j'oublie de préciser, Oren, comme c'est la favorite du roi Midas, elle est totalement changée en or, mais comme il ne veut pas que quiconque l'approche, elle vit en cage. Alors, elle n'est pas dans une cage à oiseaux, mais disons qu'elle peut se déplacer dans tout le palais, derrière des barreaux dorés. En fait, c'est comme si le château était divisé en deux et qu'elle elle a une partie et les autres sont de l'autre côté, derrière les barreaux. Voilà. Il n'y a que le roi Midas qui peut rentrer dans sa cage, sinon elle est gardée H24 par des gardes, etc. Elle est ultra protégée, mais elle se fait ultra chier en fait, parce que sa vie est nulle, sa vie est fade. Elle a aucun compagnon avec elle, elle s'ennuie, elle sort pas, elle voit pas le dehors, quoi. C'est compliqué pour elle. On pourrait penser que ça va être une romance psychologique, toxique entre quelqu'un qui a une emprise en fait psychologique, sentimentale sur une personne plus faible, Oren. Mais non, ça part pas comme ça. Ça part pas comme ça. J'avais vraiment l'impression de retrouver Game of Thrones encore plus qu'en lisant Force Wing. Là, on est vraiment dedans, dans le sens où j'ai très vite été malmenée psychologiquement, puisqu'on a, à l'image de Goth, des personnages secondaires pour l'instant, mais ça arrivera certainement aux principaux, qui sont mis en avant, auxquels on s'attache, qui sont valeureux, et puis qui vont être maltraités, humiliés, assassinés. Si vous avez regardé Goth, vous voyez les noces pourpres, etc. À un moment donné, à la fin de cet épisode, on voit le corps du roi du Nord, Robb Stark à ce moment-là, attaché à son cheval, et à la place de sa tête, ils ont mis la tête de son loup. Alors, si je pensais qu'aucune série me ferait autant souffrir que Goth, wow, ça m'a beaucoup dérangée, ça m'a beaucoup perturbée, et du coup, j'adore, c'est un énorme coup de cœur. J'ai qu'une hâte, c'est de lire la suite, j'ai commencé déjà le tome 2 là. C'est très très bien écrit. Alors là, pour le coup, c'est très très bien écrit. J'ai même pas dit, c'est Raven Kennedy qui a écrit ça. C'est... l'écriture, elle est incroyable. J'ai jamais autant annoté un livre. J'ai un petit carnet dans lequel je note les citations des livres que je lis depuis 2010. Et j'en ai pris pas mal de celui-ci. J'ai peur de dire une connerie, mais je vous jure, c'est mieux écrit que du Sarah J. Maas. Ouais. Déjà, c'est très fluide. Tu rentres dedans dès les premières lignes, tu es happé. Je vous le dis, je l'ai lu en 2 jours. Oren, elle est extrêmement attachante. On a un personnage féminin très perspicace, très très intelligente, qui a beaucoup souffert et qui du coup se sert de l'autodérision comme d'une arme, c'est-à-dire que elle cherche le bon côté à toutes les situations les plus horribles dans lesquelles elle se retrouve. Oren, pour moi, là tout de suite, ça va être ma protagoniste féminine de romantasy préférée. Elle a des couilles, Oren, en fait. Oren, ma star.
Il y a une grosse mise en avant de la sororité puisque les femmes dans ce roman, dans ce monde en fait, sont traitées comme de la merde. Et elles ne vont pas avoir le choix que de s'allier les unes aux autres pour s'en sortir tout simplement. Et ensemble, il y a cette force féminine qu'en tant que femme, je connais, je peux la ressentir au plus profond de moi. Elles se battent pour leur féminité. En fait, on peut parler de féminisme, oui, je pense. Elles vont être plus fortes qu'eux. Voilà, il y a une romance qui va se mettre en place. Attention, j'en suis pas encore là, puisque moi je suis dans le tome 2, même si j'ai compris qui serait le Love Interest, et je sais d'avance que je vais adorer cette romance. La même chose qu'un Xaden Ryerson, on a un personnage ultra puissant, magnétique, une aura létale, et le mec pour l'instant est menaçant, tu vois, physiquement, t'as pas envie de le faire chier, mais là il prend soin d'elle. Il la traite bien. Oui. Donc voilà, j'ai hâte de lire la suite. Je suis juste amoureuse de Oren. J'espère de tout cœur que ça va pas s'essouffler. J'ai vu des avis très très positifs sur cette saga. Pour autant, elle n'est pas plus connue que ça, je trouve. Il n'y a pas autant de hype autour que sur un Force Wing ou un Akotar. Et c'est bien dommage parce que là, le tome 1, je le classe au même niveau. Je crois que je tiens mon top 3 Romantasy. Et voilà, il y a 6 tomes. Donc je possède le deuxième que je suis en train de lire. J'attends le début du mois de mars pour commander la suite. Mais c'est super bien écrit, quoi. C'est poétique, elle a une écriture très belle. Vraiment, c'est de la poésie. Pour le coup, là, on a un champ lexical extrêmement varié. On a de jolies références. C'est pas gnangnan. Les descriptions, elles sont tellement bien faites que je ressens les éléments naturels sur ma peau. Je ressens le vent, le froid. On pourrait classer ça en romantasy polaire, puisqu'en tout cas pour l'instant on est vraiment dans la neige, la glace, etc. J'adore ce genre d'univers. Et non, c'est vraiment super quoi. J'ai qu'une hâte, c'est de lire la suite. Vraiment. Donc 5 étoiles, coup de cœur, je recommande. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à tout bientôt. En attendant, portez-vous bien, lisez beaucoup, c'est tout ce qui compte. Ciao!